Commencer ce webinaire consacré à l'actualité Covid-19. Avec nous cet après-midi pour en parler, Julien Mériot, IPRP au Sistel, Grégory Jeanne, qui est infirmier au Sistel également, et le docteur Gaillard, médecin du travail. Alors, je vois que le nombre de connexions continue de monter, hein, parce on avait pas mal d'inscrits sur cette session. Alors, au niveau du programme cet après-midi, à savoir déjà que ce programme il a été notamment élaboré à partir des questions qui nous sont remontées ces dernières semaines. Vous êtes nombreux à nous interroger sur des questions techniques ou médicales concernant le Covid, et on s'est dit que du coup, ça pourrait avoir un intérêt de vous proposer ce webinaire. Donc, nous allons voir ensemble, Julien, sur la première partie, vous présentera un focus sur le rôle et les missions du référent Covid-19, et vous proposera également un décryptage du dernier protocole sanitaire qui a été publié fin août 2020. Grégory, derrière, nous fera un petit point sur le cas d'un salarié présentant des symptômes sur le lieu de travail et également sur le rôle qu'a joué le système sur le contact tracing. Et enfin, le docteur Gaillard nous présentera le rôle du médecin du travail ainsi que le nouveau tableau de maladies professionnelles sur le Covid, et puis un focus également sur les personnes à risque. Voilà. Je rappelle pour ceux qui se sont connectés entre-temps que si vous souhaitez nous poser des questions, vous avez un outil en bas d'écran intitulé QR, questions-réponses, sur lequel vous pouvez poser vos questions à tout moment. Et soit on les prendra en direct, soit on les traitera à la fin. Dans tous les cas, à la fin du webinaire, on a aménagé un temps pour vos questions-réponses. Voilà, je laisse la parole à Julien pour commencer cette présentation. Bon webinaire à tous. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, nous allons commencer par un premier focus sur le référent Covid-19. Alors, un certain nombre d'entre vous qui participent à ce webinaire cet après-midi êtes référent Covid-19. Donc voilà, il nous semblait important de rappeler un petit peu son origine et quelles pouvaient être les missions associées à ce rôle nouveau au sein de l'entreprise. Donc, le référent Covid-19, il est apparu dans un premier temps dans le secteur du bâtiment travaux publics et il s'est imposé au fur et à mesure des protocoles de déconfinement à l'ensemble des secteurs d'activité, avec une importance qui ne cesse d'être rappelée, notamment dans le dernier protocole sanitaire qui est apparu à la fin août. Ce qui est précisé dans ces protocoles de déconfinement et protocoles sanitaires, c'est qu'un référent Covid-19 est désigné. Dans les entreprises de petite taille, il peut être le dirigeant. Il s'assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l'information des salariés. Son identité et sa mission sont communiquées à l'ensemble du personnel. Donc voilà, ça c'est la définition qui est reprise dans le protocole national du 17 septembre 2020. Donc on voit que le référent Covid, il a une mission générale de s'assurer et de participer à la mise en œuvre des mesures de prévention et de l'information des salariés, et dont le périmètre va pouvoir varier en fonction de la taille, de l'organisation et du contexte et également des besoins de l'entreprise. Si on définit un petit peu plus précisément quelles peuvent être les missions du référent Covid, en fonction effectivement de l'importance de l'entreprise, on pourrait les définir comme suit. Donc sur 5 aspects: l'aspect prévention, l'aspect veille sanitaire et réglementaire, l'information, un relais et également des suggestions. Sur l'aspect prévention, donc il aide à la mise en œuvre des actions de prévention décidées par l'employeur. Il s'assure de la mise en place de celles-ci. Très concrètement, ça peut être de veiller à l'approvisionnement en consommables, en savon, en solutions hydroalcooliques, en masques, en mise en place sur le terrain de mesures diverses et variées telles que les écrans de protection, le balisage, ou encore des mesures plus sur le volet organisationnel avec l'aide à l'élaboration de la matrice d'exposition que vous verrez un petit peu plus tard avec Grégory Jeanne, notre infirmier santé-travail, ou l'aide également pour la mise à jour du document unique. Sur le volet de la veille sanitaire et réglementaire, donc vous avez pu le constater, c'est des éléments qui évoluent assez régulièrement, donc il convient de réaliser une veille régulière
Concrètement, ça peut être de consulter le site Santé publique France pour connaître le niveau de circulation du virus sur notre territoire, consulter le site du ministère du Travail pour voir s'il y a des actualités en matière de mesures sanitaires, ou encore le site du Sistel pour avoir des informations sur la prévention des risques liés à la Covid-19. Sur le volet de l'information, donc comme c'est précisé dans le protocole, le référent Covid procède à une information, à une sensibilisation des salariés, et en particulier pour les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas forcément à avoir l'information lorsque l'entreprise va diffuser son protocole sanitaire, son protocole interne. Donc ça peut être les nouveaux salariés, les intérimaires, les apprentis, les stagiaires, les retours de congé, donc toutes les personnes qui peuvent passer à travers les informations qui ont été diffusées dans un premier temps par l'entreprise. D'accord. Il peut également aussi rappeler au quotidien l'importance des gestes barrières, du port du masque. Voilà, ça peut être aussi cette mission-là d'information pour le référent Covid. Un relais, le référent Covid peut être un relais pour l'employeur, donc à la fois pour décliner les mesures de prévention qu'on vient de citer, mais également pour les salariés. C'est-à-dire lorsqu'il y a des interrogations ou des suggestions, le référent Covid peut être également un relais pour les salariés, pour remonter ces informations-là auprès de la direction de l'entreprise. Mais ça peut être également un relais pour les services internes de l'entreprise, tels que les services des ressources humaines lorsqu'il y a besoin de procéder à une identification des cas contacts de l'entreprise, ou encore un relais pour nous, pour le service de santé au travail, pour le Sistel, notamment lorsqu'il y aura une procédure de contact tracing mise en place dans l'entreprise. Et encore une fois, Grégory Jeanne, notre infirmier, reviendra sur ce point tout à l'heure. Et enfin, en dernier lieu, le référent Covid peut être aussi force de proposition et de suggestion, de par le poste, enfin, en tout cas la fonction qu'il occupe, et des prérogatives en matière de prévention. Donc, il peut être force de suggestion en fonction des remontées de terrain et puis aussi de ses sensibilités sur la thématique. Alors, en revanche, ces missions-là sont toujours réalisées sous la responsabilité de l'employeur. D'accord ? Il ne dédouane pas l'employeur de sa responsabilité, c'est l'employeur qui reste responsable et qui doit assurer la santé et la sécurité de ses salariés, mais il vient en appui du chef d'entreprise sous sa responsabilité. Quelques facteurs de réussite pour cette mission. Tout d'abord, des missions qui sont clairement définies et formalisées, ce qui permet de donner un cadrage aux référents Covid, mais aussi de pouvoir informer les salariés sur les missions qui sont confiées aux référents Covid et de quelle manière ils peuvent s'adresser aux référents Covid. Des ressources à mettre à disposition du référent Covid. Alors, ça peut être une formation. Cette formation, elle va être fonction de la formation du référent Covid que vous désignez, de son rôle habituel en entreprise, de sa sensibilité sur les risques professionnels. Les moyens techniques, ça peut être tout simplement l'outil informatique pour pouvoir effectuer la veille réglementaire et sanitaire, et les supports, où trouver l'information, notamment pour réaliser cette veille. Et enfin, un temps alloué à la mission, un temps dédié à la mission, avec parfois la possibilité de le décharger sur d'autres missions pour qu'il puisse vraiment avoir un temps dédié pour réaliser sa mission de référent Covid. Voilà sur le référent Covid. Je ne sais pas, Thierry, si nous avons des questions sur le référent. Alors oui, Julien, une question pour toi. Question suivante, peut-on désigner plusieurs référents Covid, par exemple, pour chaque responsable de service ? Alors oui, il n'y a pas de restriction. Vous pouvez désigner plusieurs référents Covid dans l'entreprise. Dans ce cas-là, on vous invite aussi à formaliser clairement les missions et pour éviter qu'il y ait un empiètement des missions des uns sur les autres. Pas d'autres questions pour le moment, Julien, je te laisse poursuivre. D'accord, très bien. Donc, je poursuis. Je vous propose de faire un point et un décryptage du nouveau protocole sanitaire. Donc, le protocole qui est paru le 31 août dernier et qui a été un peu actualisé le 17 septembre 2020.
Donc, vous l'aurez sans doute constaté, sur ce protocole sanitaire, la grosse nouveauté, le principal point, c'est le port du masque qui devient systématique en entreprise dans les lieux clos. Ce n'était pas forcément la doctrine précédemment, mais là, aujourd'hui, on y est, le port du masque systématique en entreprise dans les lieux clos. Ce qu'on vous propose, c'est de s'attarder un petit peu plus sur les masques. On a eu beaucoup de questions de votre part sur les masques, donc on va s'y attarder un tout petit peu. Aujourd'hui, vous avez 3 grands types de masques. Vous avez ce qu'on appelle les masques FFP, donc les masques FFP2 ou FFP3 notamment. Vous avez le masque chirurgical et enfin, vous avez le masque grand public. Si on regarde un peu plus près chacun de ces masques et leur objectif en matière de protection, le masque FFP2 ou FFP3 a pour objectif de protéger celui qui le porte contre l'inhalation de gouttelettes et de très petites particules en suspension dans l'air. D'accord ? Donc, c'est un masque qui est testé à l'inspiration, donc c'est-à-dire qu'il y a une efficacité à l'inspiration, avec une efficacité qui est de l'ordre de 80% des particules de taille moyenne de 0,6 microns, 94% d'efficacité de filtration pour le FFP2 et 99% pour le FFP3. Cet équipement-là, c'est un équipement de protection individuelle puisqu'il est testé à l'inspiration. À ce jour, ce masque-ci est réservé aux professionnels de santé dans le cadre de la gestion de l'épidémie, donc réservé aux professionnels de santé, notamment lorsque ces derniers vont réaliser des gestes invasifs sur les patients, donc avec un risque de contamination important. Ensuite, vous avez d'autres types de masques, ce qu'on rencontre le plus souvent en ce moment dans le cadre de l'épidémie, c'est le masque chirurgical et le masque grand public. Le masque chirurgical et le masque grand public, eux, protègent le porteur contre les projections de gouttelettes émises par une personne en face. D'accord ? Mais également les personnes environnantes du porteur contre les projections de gouttelettes que peut émettre lui-même le porteur. Donc pour ce type de protection, l'efficacité du masque repose par le port de l'ensemble du collectif de personnes qui peut se trouver à un même endroit, par le port effectif du masque. D'accord ? Puisque ce masque-ci, lui, il est testé à l'expiration, à la différence du premier qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc lui, il est testé à l'expiration et en termes d'efficacité, pour le masque chirurgical, on est de l'ordre de 95% de filtration sur des particules de 3 microns. 98% pour le type 2, avec la particularité pour le type 2R, c'est qu'en plus d'avoir une filtration de 98%, il est également résistant aux projections. Quant au masque grand public, donc vraiment le même objectif de protection, sauf qu'en matière de filtration, on obtient pour le catégorie 1 90% de filtration minimum et pour le catégorie 2, 70%. Ce qu'on vous invite à faire lorsque vous choisissez, lorsque vous achetez des masques, c'est de veiller au respect de la norme qu'on vous a mentionnée dans le tableau, ce qui est un gage de conformité et d'efficacité. Donc, vérifiez bien ces normes-là lorsque vous procurez les masques. Et pour les masques que vous importeriez de l'étranger, pour information, vous avez un tableau de correspondance des normes entre les normes européennes et les normes étrangères qui est disponible sur le site du ministère de l'économie, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui vous permet de vérifier l'adéquation entre les exigences européennes et puis les normes qu'on vous propose à l'étranger. Je fais une petite aparté également. Donc là, je vous parle des masques qui sont utilisés pour la prévention des risques liés à la Covid-19. Bien sûr, lorsque vous avez des risques professionnels autres au sein de l'entreprise, donc des risques professionnels habituels, je pense par exemple aux menuisiers qui peuvent être exposés à la poussière de bois, les masques qu'on vous a cités, le masque chirurgical et le masque grand public, ne permettent pas de protéger efficacement les salariés contre ces risques-là. Donc, si vous utilisiez d'autres types de masques avant l'épidémie, voilà, il faut continuer à porter ces masques de protection, donc les masques de protection respiratoire P1, P2, P3, pour protéger vos salariés contre ces risques un peu plus habituels. Sur le port du masque, donc, il est possible de le retirer ponctuellement.
je précise bien, hein, ponctuellement, c'est quelques fois, hein, c'est pas une mesure qui est permanente. Et ce qui est précisé dans le protocole, c'est que pour pouvoir retirer ce masque ponctuellement, vous avez un certain nombre de mesures de prévention à mettre en place en fonction du niveau de circulation du virus sur le territoire, c'est-à-dire sur le département. À ce jour, en Eure-et-Loir, nous sommes passés en niveau 1, donc ce que vous voyez en niveau rouge sur l'écran actuellement. Donc cela veut dire que pour retirer le masque ponctuellement, vous devez mettre en place les mesures suivantes: la ventilation et l'aération fonctionnelle et efficace des locaux, l'écran de protection entre les postes de travail, la mise à disposition de visières pour les salariés, une extraction d'air haute fonctionnelle et adaptée, un grand volume dans l'espace de travail, un minimum de 4 mètres carrés par personne et une politique sanitaire avec un référent Covid-19 et une capacité à l'auto-éviction en cas de symptômes. D'accord ? Comme indiqué dans le protocole, et on vous invite également à le faire, pour prévoir la possibilité de retirer le masque, on vous conseille fortement de procéder à une analyse du risque de transmission du virus au sein de votre entreprise, de prendre en compte les mesures que vous avez déjà mises en place pour prévenir le risque lié à la Covid-19 et discuter de ces adaptations avec le CSE. D'accord ? Donc, discuter de ces adaptations avec le comité social et économique pour faire en sorte que ces mesures soient aussi comprises et bien comprises par l'ensemble des salariés. Alors après, il y a quelques exceptions pour le port du masque. C'est notamment le cas des bureaux individuels. Donc le port du masque ne s'impose pas pour les bureaux individuels, hormis lorsque vous allez avoir un groupe de personnes qui va se trouver dans le bureau. Dans ce cas-là, le port du masque redevient obligatoire lorsque vous avez plusieurs personnes dans le bureau. Et enfin, sous condition, il est possible de retirer le masque dans les ateliers. Donc, les conditions sont les suivantes. Ça va être des conditions de ventilation ou d'aération fonctionnelle qui sont conformes à la réglementation, un nombre de personnes qui va être limité dans l'atelier, la plus grande distance possible entre les personnes, y compris dans leur déplacement, le port d'une visière qui, cette fois-ci, devient obligatoire. On vous a parlé sur les mesures de précédentes de la mise à disposition de visière, c'est-à-dire qu'elle n'était pas obligatoire. Là, dans le cas des ateliers, lorsque on fait une exception au port du masque, la visière devient obligatoire. Et sous condition également, en extérieur, le port du masque ne s'impose pas, sauf en cas de regroupement de personnes ou dans l'incapacité de respecter une distance d'1 mètre entre les individus. Dans ce cas, vous allez devoir reporter le masque. Voilà pour le masque. Encore une fois, consultez votre CSE sur les mesures de protection que vous souhaitez mettre en place. Ça permet aussi d'avoir le retour du CSE, c'est-à-dire les retours de terrain des salariés pour l'application de ces mesures-là. Associez-les aussi au choix de ces mesures. Voilà, en fonction des remontées de terrain, ça permet aussi d'ouvrir le dialogue et de prendre les meilleures décisions possibles. Et dans tous les cas, et là ça fait partie des prérogatives du CSE, consultez-le lorsque vous avez une modification du règlement intérieur, notamment lorsque vous y incluez les mesures de protection liées à la prévention du Covid-19 ou certaines obligations, typiquement le port du masque. Consultez votre CSE, ça vous permet de participer au dialogue et à une communication qui va faciliter la bonne adhésion aux mesures de prévention que vous allez décliner ensuite en entreprise. Je terminerai sur ces 2 derniers points pour le protocole sanitaire. Donc, ce qui est mentionné également dans ce protocole, c'est une vigilance particulière à avoir pour les travailleurs détachés, saisonniers, intérimaires et de courte durée. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est des salariés qui n'ont pas forcément avoir eu l'information lorsque celles-ci vont être édictées par l'entreprise. Donc, vigilance à ces salariés-là. Et puis, par définition, les travailleurs à risque de forme de Covid, ce sont des personnes qui sont plus vulnérables. Donc, par définition, il faut avoir une vigilance particulière sur cette catégorie de salariés. Et le dernier point qui est rappelé dans le protocole et qu'on vous rappelle également, c'est que même avec le masque, l'ensemble des mesures de prévention qui étaient valables avant sont à poursuivre. Donc, les gestes barrières, le lavage des mains,
la distanciation physique, arrêter de serrer les mains et les embrassades, l'aération des locaux, donc minimum 3 fois par jour, 15 minutes, le nettoyage et la désinfection des surfaces, l'autosurveillance des salariés. Donc, pour rappel, il n'est pas conseillé de prendre la température des salariés. On privilégie plutôt l'autosurveillance des salariés. Et enfin, le protocole en cas de cas symptomatique en entreprise et un protocole en cas de cas contact. Voilà les mesures de prévention qui sont à poursuivre au-delà du port du masque qui, c'est vrai, s'est imposé à nous. J'ai terminé sur le protocole sanitaire. Thierry, est-ce que tu as eu des questions sur celui-ci? Alors, j'ai des questions sur le masque plutôt. Je reviens juste aussi tout à l'heure parce qu'on avait une question sur le rôle du CSE. Donc, pour compléter également le rôle du CSE, le CSE, vous allez pouvoir l'impliquer à la fois pour votre analyse des risques, donc analyser avec les membres du CSE quels sont les risques liés au Covid dans votre établissement en fonction des spécificités de celui-ci. Vous pourrez également faire valider par le CSE les mesures de prévention que vous souhaitez mettre en œuvre dans l'entreprise, ce qui vous permet effectivement de garantir aussi les mesures qui sont mises. Alors, concernant le masque, ma première question était, doit-on obligatoirement avoir le logo masque grand public, filtration garantie sur les masques? Alors, pour ces masques grand public, effectivement, vous devez vous assurer que ces masques-là respectent la norme AFNOR spec S76001. Donc oui, vous avez ces logos qui sont mis soit sur le masque lui-même ou ça peut être aussi sur les notices d'information. En tout cas, assurez-vous lorsque vous achetez ces masques-là qu'ils respectent bien cette norme AFNOR. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un gage de conformité et donc d'efficacité en matière de filtration. Merci Julien. Alors une deuxième question, et là je pense qu'on a affaire à une commune qui nous demande si le port du masque en extérieur, qui sous-entend que le port du masque ne s'impose pas en extérieur en entreprise, alors que la commune, elle, a pris un arrêté préfectoral obligeant le port du masque en extérieur. Alors, effectivement, là, on peut parler d'extérieur sur les chantiers. Après, lorsqu'on est sur l'espace public ou dans les établissements recevant du public, c'est les règles qui vont être instaurées pour ces lieux qui rentrent en vigueur. Donc là, s'il y a un arrêté préfectoral a été pris qui impose le port du masque sur le territoire de la commune, sur l'espace public, le port du masque s'impose. Très bien. Voilà, les questions arrivent. Pour la visière, un employé soudeur en atelier doit-il avoir la visière s'il n'a pas de masque, sachant qu'il est seul? Oui, je veux bien que tu me répètes la question. Oui, je pense que je vais même y répondre. En l'occurrence, là, on va être dans un atelier. Je suppose si on a un employé qui est soudeur. Maintenant, pour ma part, s'il est soudeur, il devrait déjà avoir une protection respiratoire en place, donc soit une cagoule filtrante, soit un masque de protection type P2 probablement, voire P3. Donc normalement, il est déjà censé porter une protection respiratoire. Et là, effectivement, la visière n'est pas forcément obligatoire dans ces cas-là, vu qu'il a déjà un masque de protection respiratoire. Alors, j'ai une autre question, Julien. Faut-il un masque ou non pour les opérateurs téléphoniques? Alors, à partir du moment où il se trouve dans un lieu clos avec des salariés, c'est-à-dire dans un bureau qui n'est pas individuel, oui, le port du masque va s'imposer également. Et enfin, dernière question qui vient d'arriver. Si l'entreprise fournit des masques grand public, est-ce aux salariés de s'occuper du lavage des masques? Alors, effectivement, c'est une question qui revient assez fréquemment sur les masques grand public et notamment les masques lavables. L'employeur mettant à disposition ces équipements-là, si on regarde un peu plus près, c'est à l'employeur d'assurer l'entretien de ces masques-là. Alors après, c'est également des éléments, et c'est pour ça qu'on vous évoque aussi les discussions et les échanges qu'il peut y avoir en CSE, c'est de voir de quelle manière ça peut être réalisé. Oui, c'est à l'employeur de le mettre en œuvre, après de voir de quelle manière. Est-ce que c'est une prestation de service? Est-ce que c'est le salarié, mais du coup, il y a un dispositif compensatoire qui est mis en place derrière? À vous de déterminer en fonction de l'organisation de l'entreprise
des discussions qu'il peut y avoir en CSE. Très bien, merci Julien. Pas d'autres questions pour moi. Je propose de passer la parole. T'es bien là, oui, de passer la parole à Grégory, qui va nous refaire un point sur le contact tracing. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je me suis Grégory Jeanne, infirmier en santé travail au sein de Sistel. Pour ma part, je vais vous parler un petit peu du contact tracing. On entend beaucoup parler de contact tracing et on ne sait pas trop exactement ce que c'est que le contact tracing. Eh bien, le but est de retracer des personnes, des salariés potentiellement à risque ou en contact avec des personnes positives. Il faut savoir que le contact tracing se passe en 3 niveaux. Le premier niveau est fait par les médecins de ville. Le second niveau est réalisé par les plateformes territoriales de type la CPAM. Puis, le troisième niveau est réalisé par l'ARS sous l'étiquette de Santé publique France. Il faut savoir à l'heure actuelle que le contact tracing que Sistel réalise est toujours sur et sous sollicitation de l'ARS. Lorsque l'ARS du coup reçoit une alerte, c'est une sollicitation du coup qu'elle fait part auprès de Sistel. L'ARS, du coup, on en a parlé, il est important pour vous, employeur comme salarié, d'avoir ces coordonnées. À tout moment, vous pouvez les contacter pour les informer d'un cas positif au sein de l'entreprise, de façon à pouvoir gagner du temps et de façon assez précoce, casser cette chaîne de transmission et préserver votre activité au sein de l'entreprise. Donc, on vous a noté du coup les coordonnées et vous aurez un interlocuteur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On vous a mis également l'organisation, le protocole. Comment ça se passe du coup un tracing? Eh bien, c'est tout simple. On a un salarié qui est du coup testé positif au Covid-19. La CPM reçoit une information du laboratoire, elle informe l'ARS du cas positif et l'ARS missionne du coup Sistel de réaliser un contact tracing. Ensuite, les missions de Sistel. On va prendre connaissance de l'activité de l'entreprise, le nombre de salariés, ce qu'elle y fait concrètement, à savoir si on va arriver sur un contact tracing assez long ou assez court. Puis, on se rend sur place, sur site. On réalise donc le contact tracing avec l'employeur. On rencontre les salariés qui potentiellement ont eu un contact avec la personne source. Ces personnes sont notées sur un tableau que je vous présenterai juste après. Ce tableau est ensuite retransmis à l'ARS qui fait une lecture et une analyse, puis retransmis à la CPM. Sous un délai de 24 à 48 heures, la CPM va contacter les personnes notées sur ce tableau pour réaliser du coup un test, un dépistage. En fonction du résultat du dépistage, soit celui-ci est négatif et le salarié met fin à son isolement, soit le test est positif et on a l'isolement du coup qui se poursuit 7 jours. Alors Grégory, j'ai une question pour toi ou peut-être pour le docteur Gaillard. Une personne qui me demande si c'est toujours le cas car nous avons eu un cas positif et les personnes ayant été en contact n'ont pas été contactées. Que faire peut-être dans ces cas-là? Est-ce que le... Alors, si je me permets d'y répondre, il faut toujours s'assurer que la CPM ait bien eu connaissance de ce cas positif. Et si on n'a pas eu de contact par la CPM, c'est pour ça qu'on a noté du coup les coordonnées de l'ARS. C'est qu'un employeur de son propre chef peut contacter l'ARS pour lui signaler un cas positif au sein de sa structure. Et à partir de ce moment-là, l'ARS prendra la décision ou non d'établir un contact tracing via les ressources de Sistel. Et peut-être aussi que la sécurité sociale n'a pas jugé que les personnes étaient cas contact, parce qu'il y a une définition précise du cas contact. Elle ne rentrait peut-être pas dans cette définition, tout simplement. Alors, on va revenir sur du coup le rôle de Sistel. On a parlé du contact tracing, des missions que Sistel avait réalisées.
Il faut savoir qu'au cours du mois d'août et le mois de septembre y compris, Sistel a réalisé au total 34 tracings en entreprise. 34 tracings, c'est pas rien. On peut s'apercevoir que ce tracing aujourd'hui, il perdure. Nous sommes toujours en mois d'octobre du coup sollicités par du contact au tracing par l'ARS. Les missions de Sistel ne s'arrêtent pas là. Le rôle qu'on a également, c'est de faire de la préconisation, du reciblage, d'apporter du coup des précisions sur les mesures barrières, puisque des fois il y a besoin d'apporter un petit peu de changement. On s'aperçoit que telle et telle chose ne sont pas mises en place correctement ou nécessitent d'être un peu peaufinées. Donc voilà, c'est aussi les missions de Sistel et de faire ce genre d'action. Je vous ai parlé tout à l'heure du tableau que les infirmiers de Sistel allaient remplir sur site lors du contact tracing. Eh bien, on vous le présente. Hein, c'est un outil qui nous a été du coup transmis par l'ARS. Donc, vous voyez, c'est un tableau qui est assez simple à remplir, qu'un employeur peut tout à fait remplir avec, bien sûr, l'aide d'un professionnel en santé-travail. Vous avez donc les coordonnées tout bêtement, le nom, le prénom. Le NIR, ça correspond du coup au numéro de sécurité sociale. Coordonnées téléphoniques et mail. Le lien avec le contact, donc on peut voir si c'est un contact direct, donc le collègue qui travaille sur la même ligne ou dans un même bureau. Les circonstances, on va préciser un petit peu, apporter des éléments. La fréquence et durée des contacts, c'est là où il est important du coup de rencontrer les personnes potentiellement à risque, puisque c'est leur vécu et leur déclaration. La date du dernier contact également est très très importante, puisque c'est à partir de ce moment-là où un isolement sera mis en place et on part sur une date très, très importante. Le risque élevé, oui ou non, c'est là où les infirmiers en santé-travail ont un rôle très, très important, puisqu'en fonction du risque, comme le disait tout à l'heure le docteur Gaillard, on va estimer que c'est un cas contact oui ou non. Et donc là, c'est vraiment très important du coup d'évaluer correctement les choses. Et puis après, voilà, ce tableau est retransmis par la suite à l'ARS. On va passer maintenant au protocole dit indispensable, le plan de continuité. Dans le contexte actuel, vous imaginez bien que les entreprises, elles doivent anticiper une situation de fonctionnement dégradé afin de préserver l'activité. Le cas symptomatique qui peut arriver dans n'importe quelle entreprise, pas de panique. Vous avez en soutien le protocole national qui est page 13 où on vous dit tout bêtement ce qui est à faire. On va simplement faire de brefs rappels, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. La première chose à faire, vous isolez le salarié dans une pièce dédiée, si possible, ventilée et aérée. En second point, vous mobilisez un professionnel de santé si vous en avez au sein de votre structure ou votre référent Covid. En troisième point, vous contactez le médecin généraliste ou vous laissez le salarié, si celui-ci peut se permettre de le faire, de contacter pour l'informer qu'il présenterait potentiellement des symptômes Covid. Puis, vous avez le cas qui est sévère. Dans ces cas-là, vous contactez de vous-même le SAMU, donc le 15. Vous aurez un interlocuteur, un médecin régulateur au téléphone qui vous donnera des consignes précises à faire. Vous ne laissez jamais le salarié seul dans la pièce. Puis ensuite, vous avez la possibilité de contacter votre service en santé-travail qui vous donnera des informations sur, par exemple, le nettoyage, la désinfection, qui prendra aussi connaissance du cas contact et comment vous l'avez géré, potentiellement vous apporter d'autres conseils d'axes d'amélioration. Si le cas est positif, et vous mettez en place du coup le tracing sur la demande de l'ARS. Ensuite, la procédure de nettoyage, c'est d'aérer régulièrement toutes les pièces où vous avez une ou plusieurs personnes. C'est très très important. L'entretien également des ventilations mécaniques contrôlées, les VMC. Surtout pas l'utilisation de ventilateurs. Pensez également à utiliser des produits appropriés, des produits de type virucide, normés si possible avec la norme NFEN 144-76. Voilà, on sait que ce sont des produits désinfectants, virucides, ayant réellement un impact sur ce virus. Voilà, il ne faudra pas hésiter à retourner consulter du coup les personnels de Sistel qui pourraient vous apporter des informations complémentaires sur les différents types de produits que vous pourriez utiliser.
Alors, on a beaucoup de questions qui sont arrivées sur les cas contacts. Alors, je vais les reprendre parce qu'on en a eu plusieurs. Il y en a une déjà, je vais donner la main à Julien qui va pouvoir y répondre. Le protocole national parle de SST formés au risque Covid. De quelle formation s'agit-il? Qui la dispense? Alors, effectivement, il y a une adaptation. Enfin, le protocole sanitaire fait référence à cette formation pour les SST. Il y a des mesures qui ont été édictées par l'INRS, puisque l'INRS, c'est l'organisme qui prévoit les programmes de formation pour les SST. Il y a un module complémentaire qui est prévu sur les risques liés à la COVID-19, des adaptations également sur les gestes de secours qui sont réalisés, qui sont adaptés pendant cette période de pandémie. Vous pouvez vous procurer ces informations sur le site de l'INRS et lorsque vos salariés feront leur formation de maintien et d'actualisation des compétences, donc qui est réalisée tous les 24 mois, ils auront cette information, cette formation sur la prévention des risques liés à la COVID-19 et sur les adaptations des gestes secours à avoir pendant la pandémie. Alors, une autre question. En entreprise, le masque est obligatoire pour tout salarié, donc il ne devrait pas y avoir de cas contact positif selon la définition. Alors, je vais répondre à cette question. Effectivement, l'objectif du masque, c'est de limiter le risque. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. On l'a vu, le masque a une certaine efficacité. Il n'a pas une efficacité de filtration à 100%. Ça permet grandement de limiter le risque. Voilà, maintenant, le risque zéro n'existe pas. Il y a peut-être des endroits où on n'a pas le port du masque. Il peut y avoir d'autres types de contamination. Donc, il peut subsister un risque. Okay. Grégory, tu voulais compléter ou c'était bon pour toi? C'est bon. Alors, une question intéressante. Faut-il systématiquement demander une visite médicale après un arrêt d'une semaine Covid? Non, pas du tout. Faut pas, la visite médicale. Alors d'abord, s'il y a eu un arrêt maladie, la visite médicale est obligatoire que après au moins un mois d'arrêt maladie. Donc là, il n'y a aucune obligation. Et puis, la personne retourne travailler comme quand elle a eu une autre pathologie avec un arrêt d'une semaine. Alors, doit-on afficher au sein de l'entreprise les visuels sur ce qu'il faut faire en cas de doute, de cas contact, de symptômes? Julien? Alors oui, ça peut être, en tout cas, c'est des informations à diffuser auprès du personnel. Après, vous pouvez aussi renforcer cette diffusion et cette information par de l'affichage. C'est même souhaitable. Après, ça peut être des éléments qui peuvent être affichés. C'est des éléments qui peuvent être aussi mis à disposition dans les trousses de secours des sauveteurs secouristes du travail. Voilà, pourquoi pas. Ok, merci Julien. Alors, je recherche, parce qu'on a eu pas mal. Concernant les produits d'entretien, quelqu'un demande si la norme EN 144/76 est-elle obligatoire ou une mention virucide coronavirus est-elle suffisante? Qui veut prendre la réponse? Personne, eh bien, je vais répondre. Alors, a priori, oui, en fait, la norme va vous permettre en fait, de vous assurer que le produit est bien virucide. Vous avez pu voir probablement dans les médias qu'il y a eu pas mal de polémiques sur des produits, alors notamment sur le gel hydroalcoolique, qui pouvaient arriver de provenance plus ou moins douteuse, sur lesquelles notamment les teneurs en alcool n'étaient pas toujours celles exigées au niveau des normes. Donc, c'est un plus si vous pouvez vous assurer que le produit est effectivement normé. Sachant que sur ces produits, vous pouvez aussi avoir une fiche de données de sécurité qui accompagne le produit, qui peut vous permettre de vérifier éventuellement les autres substances qui sont contenues dans le produit. Donc nous, effectivement, on vous invite à avoir un produit qui répond plutôt à cette norme si vous voulez vous assurer qu'il soit réellement efficace sur le colis.
Alors, si on se trouve face à un cas symptomatique en entreprise, il faut isoler le salarié dans une pièce, CF protocole du gouvernement. Doit-on faire appel à une entreprise de nettoyage pour désinfecter cette pièce? Qui veut répondre? Je vais répondre à la question. Alors, l'entreprise de nettoyage, tout dépend de ce que vous avez défini dans votre procédure de nettoyage. Si vous avez une société qui intervient déjà chez vous en sous-traitance pour réaliser l'entretien des locaux, tout dépend de ce que vous avez prévu pour le nettoyage. Si votre question c'est est-il obligatoire de faire appel à une entreprise de nettoyage? Je pense que la réponse est non. Tout dépend voilà, des modalités. Si vous sous-traitez cette activité, tout dépend de ce que vous avez convenu avec le prestataire. Et d'où l'intérêt aussi dans votre procédure de nettoyage d'avoir prévu ce cas-là, c'est-à-dire vous utilisez une pièce pour mettre la personne dans une pièce isolée. Comment on nettoie cette pièce après? Sous quel délai on le fait? De quelle manière? Qui le fait? Avec quel produit? Voilà, ça doit faire l'objet du protocole. Ok, merci. Je vous propose de poursuivre le webinaire. Il y a encore d'autres questions, hein. On les traitera tout à l'heure pour avancer un petit peu et on reviendra sur les questions auxquelles on n'a pas encore répondu juste après l'intervention du docteur Gaillard, à qui je laisse la parole. Eh bien, bonjour. Je suis médecin du travail à Sistel et je vais vous parler un petit peu du rôle du médecin du travail et surtout des nouveautés qu'il y a eu depuis la rentrée. Donc, on va parler d'abord des nouveaux procédés pour isoler les maladies à risque, enfin les salariés dits à risque. On va parler de la conduite à tenir, hein, comment ça se passe à leur retour éventuellement au travail. Et puis, je vais parler aussi rapidement des salariés du personnel de soins, donc qui travaillent dans les établissements médico-sociaux ou les établissements médicaux. Et puis, je terminerai juste par une information sur la reconnaissance de la Covid en maladie professionnelle. Voilà, donc au niveau des règles d'isolement, vous savez que depuis le début de la pandémie, il y avait eu un dispositif de mis en place pour protéger les personnes dites fragiles, c'est-à-dire à risque de faire une forme grave de la Covid et des personnes qui vivent avec elles. Ça reposait sur un certificat d'isolement, une liste de pathologies concernées et la mise en place soit de télétravail par l'employeur, soit de chômage partiel. Ce dispositif a pris fin au 31 août 2020. Tous les certificats d'isolement ont pris fin à ce moment-là. Donc, il y a de nouvelles règles depuis le 1er septembre 2020. Il y a eu un décret qui est passé, qui a décrit les pathologies concernées. Donc, le nombre a beaucoup baissé. La liste a été restreinte et maintenant, il n'y a plus que 4 types de pathologies concernées qui sont les cancers évolutifs sous traitement, c'est-à-dire les gens qui ont un cancer avec un traitement par radiothérapie, immunothérapie, chimiothérapie. Des personnes qui sont immunodéprimées, soit de façon congénitale, soit acquise, et notamment, on peut avoir une immunodépression liée à des médicaments, notamment pour des maladies inflammatoires chroniques ou pour des traitements anti-rejet de greffe, hein, puisque c'est la fonction première de ces traitements, ou alors par une maladie, notamment le virus du sida. Troisième catégorie, ce sont les diabétiques de plus de 65 ans, avec en plus une obésité ou une complication de leur diabète. Et quatrième catégorie, ce sont les gens qui ont une insuffisance rénale chronique sévère ou dialysée. Voilà, donc la liste a été bien restreinte. Ces personnes-là peuvent toujours bénéficier d'un certificat d'isolement qui est fait par leur médecin traitant. Les médecins du travail peuvent, sous certaines conditions, le faire et ça s'arrêtera au 31 octobre 2020. Hein, donc il reste quelques jours encore pour nous, pour avoir la possibilité de faire ces certificats. Et lorsque le salarié a le certificat, il le transmet à son employeur qui doit prendre une décision. Soit il le met en télétravail, bien sûr, quand c'est possible, ou alors, si ce n'est pas possible, eh bien, ce sera du chômage partiel. La nouveauté, c'est que les personnes qui vivent avec les personnes atteintes de ces pathologies-là n'ont plus de certificat d'isolement, donc ils retournent au travail.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces nouvelles règles? Il y a plusieurs possibilités. Soit la personne, le salarié, est atteint d'une pathologie qui est dans la nouvelle liste. Eh bien, il va voir son médecin traitant qui lui fait son certificat d'isolement. Et là, le certificat, le salarié donne ça à son employeur. Et ce sera soit du télétravail si c'est possible, soit du chômage partiel. Quelquefois, le salarié ne veut pas bénéficier du télétravail et du chômage partiel et il veut retourner travailler parce que ça fait 6 ou 8 mois maintenant, 6 mois qu'il est au chômage partiel et il a envie de reprendre son travail. Donc, c'est là que vous avez besoin d'avoir l'avis du médecin du travail qui jugera si la personne peut raisonnablement revenir sur les lieux de travail. Éventuellement, vous conseillera sur des aménagements à mettre en place, des aménagements en plus de ce que vous avez déjà mis en place pour la protection contre la Covid. Par exemple, quelqu'un qui travaille en open space, eh bien, on conseillera peut-être plutôt de le mettre dans un bureau à part où on peut aérer facilement. Peut-être qu'on va conseiller sur des aménagements d'horaire pour éviter de croiser trop les collègues. Enfin bon, voilà, il y a peut-être il y a des solutions d'aménagement possibles. Ou alors le médecin décidera que non, ce n'est pas raisonnable, il ne doit pas retourner travailler et à ce moment-là, il essaiera de le convaincre de faire valoir son certificat d'isolement ou il se mettra en contact avec le médecin traitant. Ça, c'est dans le cas où il est toujours dans la liste. Mais quelquefois, le cas le plus fréquent maintenant, ce sont des gens qui étaient dans la liste et qui n'y sont plus depuis ce 31 août. Eh bien, il doit aller voir son médecin traitant. Il faut lui conseiller d'aller voir son médecin traitant parce que c'est le mieux placé pour savoir s'il est à risque ou pas. En effet, on dit toujours que le médecin du travail est mieux placé, mais le problème, c'est qu'on voit les gens de manière espacée, maintenant de 2 à 5 ans, et en 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses sur le plan de la santé, et on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe. Donc le médecin traitant, lui, est au courant, et c'est lui qui pourra évaluer si la personne est à risque ou pas. Si elle est à risque, eh bien, s'il juge qu'il ne doit pas revenir travailler, eh bien, il lui fera un arrêt de travail, tout simplement. Et sinon, la personne sera en situation de retour au travail. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de mettre en place et de faire respecter de manière stricte vos règles, les règles qu'on a évoquées tout à l'heure de prévention du Covid, parce que ça permettra d'anticiper ces situations-là, de retour de personnes dites fragiles. Et puis, bien sûr, vous pouvez bénéficier de l'appui du médecin du travail et surtout de son équipe en amont pour vous conseiller sur les choses à mettre en place au cas où vous auriez quelqu'un dit à risque ou à risque de forme grave du Covid qui reviendrait au travail. Alors, bien sûr, vous ne faites donc il n'y a pas à demander de visite de reprise pour tous ces gens-là, puisque on ne rentre pas dans le cadre de la visite de reprise réglementaire, puisqu'il n'y a pas eu d'arrêt de travail au sens strict du terme. C'était un certificat d'isolement, donc il n'y a pas lieu de demander une visite de reprise. On ne fait pas de visite de reprise pour ça. Bon, bien sûr, vous pouvez demander l'avis du médecin si vous le voulez, mais ce ne sera pas une visite de reprise. Et toutes les personnes qui étaient accompagnantes, enfin qui vivaient avec des personnes dites à risque, elles ne sont pas à risque, elles retournent au travail sans autre forme de procès. Voilà. Donc maintenant, je vais faire un petit focus sur les salariés des établissements de santé en fonction de leur statut par rapport au Covid. Il y a quelques petites différences par rapport à la population générale. Donc, premier cas, un soignant qui est atteint du Covid, qui a un test positif. Eh bien, on regarde s'il est symptomatique ou non. Et s'il est symptomatique, bien sûr, on a une éviction de 7 jours avec une reprise au 8e jour ou au moins 48 heures après l'arrêt de la fièvre. Si au 8e jour, il a toujours la fièvre, il restera en éviction. Et puis après, il a encore 7 jours de mesures barrières renforcées, donc aussi bien au niveau du travail qu'au niveau de sa vie personnelle. C'est pas pendant ces 7 jours, on ne va pas boire un coup avec les copains au café du coin ou on ne va pas non plus dans sa salle de sport préférée. Soit, alors, s'il est positif mais qu'il est asymptomatique, là, il a une éviction de 7 jours, comme on en a parlé tout à l'heure, sauf s'il est considéré comme personnel irremplaçable. Et c'est là où il y a la particularité, c'est que s'il est considéré comme personnel irremplaçable, eh bien, on peut, sous certaines conditions, et donc sur avis de votre médecin du travail,
continuer à travailler malgré le fait que l'on soit positif au RT-PCR. Alors, qu'est-ce qu'un personnel irremplaçable? Je ne sais pas. Il n'y a aucune définition. Donc, c'est à vous de voir avec justement votre équipe, l'équipe de votre médecin, quel est le personnel qui peut rentrer dans cette catégorie-là. Pour, encore une fois, il faut anticiper, prévoir ces différents postes dits irremplaçables et pour voir comment on peut les aménager au cas où la personne qui l'occupe reviendrait avec un test positif et en étant asymptomatique, je le précise. Parce que dès qu'il devient asymptomatique, il faut faire une éviction. Alors, la personne peut aussi, le salarié ou le soignant peut aussi être atteint de symptômes évoquant la Covid, la fièvre, de la toux, perte du goût ou de l'odorat, mais revenir avec un test négatif. Dans ces cas-là, il est conseillé de refaire un deuxième test immédiatement. Et s'il est positif, bon, bien sûr, on fait une éviction. S'il est négatif, à ce moment-là, il faut le renvoyer vers son médecin traitant pour qu'il décide de savoir s'il est vraiment, on le considère comme un Covid, à ce moment-là, on fait une éviction, ou alors si c'est une autre pathologie, qui peut avoir des symptômes qui ressemblent à la Covid, ça peut être une grippe, hein, tout simplement, ou d'autres pathologies, et à ce moment-là, il le prend en charge et il le traite, et après, il reviendra travailler normalement. Et puis, troisième cas, le cas des cas contacts. On a parlé des cas contacts tout à l'heure. Un professionnel de santé peut aussi être cas contact. Alors, bien sûr, pendant son travail, et ça, normalement, ça ne devrait pas se passer de façon exceptionnelle, hein, puisqu'ils sont quand même hyper protégés, ou alors dans le cadre privé, bien sûr. Donc, on fait une éviction de ce cas contact pour un personnel de santé que si il devient symptomatique, bien sûr, parce que là, il est à très forte chance qu'il soit malade, ou si on ne peut pas respecter les mesures barrières et les mesures mises en place. Sinon, un cas contact peut quand même travailler, quand il est soignant, avec l'avis du médecin du travail, c'est-à-dire qu'il faut là encore anticiper et voir avec les équipes du médecin quelles sont les conditions qu'on met en place pour que quelqu'un qui a été cas contact puisse quand même continuer à travailler et pas perturber le travail dans l'établissement concerné. Voilà. Donc, ben voilà, maintenant je vais finir avec la maladie professionnelle, la Covid qui a été reconnue comme maladie professionnelle depuis la mi-septembre. Donc, les tableaux de maladies professionnelles sont définis par décret. Là, maintenant, il y en a 100, puisque le 100e tableau du régime général, c'est le tableau sur la Covid, donc il s'appelle affection respiratoire aiguë liée à une infection au SARS-CoV-2, qui est le petit nom du coronavirus. Et donc, ça correspond aussi au tableau numéro 60 du régime agricole. Les tableaux de maladies professionnelles ont deux colonnes principales, une qui définit la pathologie ou une des formes de la pathologie, et un deuxième tableau, une deuxième colonne qui définit des listes de travaux concernés. Donc, dans la pathologie, ce sont la COVID-19 qui peut être reconnue en maladie professionnelle, c'est un cas confirmé, donc avec une documentation biologique, des images de scanner, des choses qui affirment et qui confirment qu'il y a eu une infection par le SARS-CoV-2, plus une forme grave, puisque c'est une forme qui nécessite une oxygénothérapie ou une assistance respiratoire, voire le décès. Donc, ce sont des formes graves de Covid hospitalisées. Et il faut aussi faire une liste limitative des travaux, hein, ce n'est pas n'importe quels travaux. Donc, c'est une liste limitative qui se limite aux soins en présentiel auprès des malades et éventuellement des soins ou de la prévention auprès d'élèves, ou aussi également les activités de transport de malades. Ce n'est pas le transport, on a emmené la tantine aux urgences et elle avait le Covid. Hein. C'est un transport médicalisé dans un véhicule dédié, une ambulance, un VSL, éventuellement un VSAB pour les pompiers. Voilà, donc ce sont des conditions très restrictives. Et alors, comment ça se passe? Le salarié ou ses ayants droit dépose un dossier auprès de la Sécurité sociale et ce dossier sera étudié par une commission spéciale qui est créée par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie
et qui devra reconnaître ou pas cette maladie en maladie professionnelle. Voilà, c'est une commission de reconnaissance des maladies professionnelles. Voilà, j'ai fini pour la présentation. Je pense qu'il y a quelques questions probablement. Alors, en attendant d'autres questions, on va reprendre. Il y en a quelques-unes qu'on n'a pas eu le temps de traiter tout à l'heure, donc je vous propose de revenir dessus. Alors, on avait tout d'abord une question sur l'usage des ventilateurs qui était proscrit, surtout si orienté vers les salariés. Qu'en est-il du chauffage en atelier ou dans les bureaux individuels? Est-ce que Julien, tu voudrais répondre à cette question? Oui, effectivement, donc les ventilateurs qui étaient proscrits, ça reste le cas. Alors, le chauffage, tout dépend des modes de chauffage que vous allez utiliser. On va arriver sur des conditions hivernales enfin, très prochainement. Donc voilà, sans le chauffage, ça risque d'être compliqué. Après, quel que soit le mode de chauffage, faut vous assurer que ce chauffage soit entretenu pour limiter les risques en fonction, encore une fois, du mode de chauffage que vous utilisez. D'accord. Ok, merci Julien. Une question, si dans la famille du salarié sous le même domicile, quelqu'un doit se faire tester car symptomatique, le salarié doit-il s'isoler également en attendant le résultat de son proche personnel dans un établissement médico-social? Alors, le contact du contact n'est pas un contact, donc jusqu'à la preuve du contraire. Donc, si la personne est cas contact et doit se faire tester, on attend avant de s'isoler le résultat du test. Si le test est positif, là, on devient cas contact, puisque c'est dans la famille, apparemment, ils vivent dans le même domicile, et là, on devient cas contact et on traite comme un cas contact. Et si c'est quelqu'un qui travaille dans un établissement médico-social, eh bien, il faut regarder dans quelles conditions il peut continuer à travailler malgré le fait qu'il soit cas contact. Bien sûr, il se fait tester et on attend des résultats du test, mais en attente des résultats du test, il faut voir dans quelles conditions il peut continuer à travailler éventuellement ou pas. Alors du coup, ça répond à la question d'Élodie tout à l'heure qui nous demandait s'il y a un cas contact est donc contact d'un cas positif, mais pas d'un autre cas contact. Oui, c'est tout à fait ça, Élodie en l'occurrence. Alors, on avait d'autres questions sur les machines à café collectives et frigos, doivent-ils être interdits? Alors là, je vais y répondre moi-même. En l'occurrence, non, il n'y a pas d'obligation d'interdire les frigos ou les machines à café. Par contre, effectivement, c'est d'analyser les risques qui sont présents et donc de mettre des mesures en place. Ce qui a souvent été mis en place dans les entreprises, c'est une désinfection systématique après usage. Donc, chaque salarié qui utilise ces équipements collectifs désinfectait derrière son passage ces équipements. Julien, je vais revenir vers toi également sur une question pour les SST, puisqu'on avait une question. Et en attendant le recyclage, si les formations SST sont récentes, que fait-on? Alors, si les formations SST sont récentes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous pouvez diffuser auprès de vos SST. Il y a une note d'information de l'INRS qui a été faite concernant les mesures exceptionnelles concernant la conduite à tenir du SST dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Donc voilà, vous pouvez diffuser cette note. Si vous ne l'avez pas, on peut vous la transmettre. Contactez-nous et puis on vous transmettra cette note de l'INRS concernant la conduite à tenir du SST pendant la période de pandémie, dans l'attente de son recyclage. Alors, je vais revenir vers Grégory cette fois-ci. Dans le cadre du contact tracing, est-ce que l'isolement concerne le salarié seulement ou l'ensemble de l'équipe? Alors, lors du contact tracing, on remplit, comme j'ai présenté précédemment, le tableau. À partir du moment où une personne va être notifiée sur ce tableau, elle fait partie du contact tracing, de cas contact. Donc oui, elle sera amenée à être isolée, le temps de réaliser le test et puis du coup de recevoir les résultats. Comme je l'ai dit, si le résultat est négatif, il y a un retour au travail. Si le test s'avère être positif, alors il y aura du coup un isolement. Ça peut donc concerner l'ensemble de l'équipe avec laquelle la personne est en contact. Tout à fait, voilà. Si le salarié positif a un contact direct avec du coup l'ensemble de ses collègues, s'il n'y a pas
les mesures barrières nécessaires ou le respect, eh bien oui, on peut avoir du coup l'ensemble d'une équipe qui se voit être isolée le temps de réaliser ce test et d'en avoir les résultats. Merci Grégory. Alors, on avait une personne qui nous a remarqué qu'effectivement, les moments de pause entre salariés étaient des risques, des périodes accrues en termes de risques. Oui, effectivement, donc dans ces cas-là, il va être recommandé en fait, de garder l'éloignement à ce moment-là, quand les personnes fument ou sont dans les lieux de restauration. Effectivement, on va insister d'autant plus sur la distanciation sociale avec la mesure des 1 mètre qui avait été préconisée dès le départ au moment du confinement. Alors, une autre question, chaque produit, donc là, c'est une question qui avait été posée quand on a évoqué les produits ménagers pour la désinfection notamment, ce qui était les virucides. Chaque produit marque un temps de contact de 15 minutes. Comment respecter quand on est sur du nettoyage d'équipements qui sont échangés entre les opérateurs? Est-ce efficace si on l'utilise en direct? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Je peux y répondre effectivement d'où l'importance de vous conformer à la notice d'utilisation de ce produit. S'il est précisé sur celui-ci que le produit est efficace après 15 minutes de contact avec la surface, il faut respecter ces 15 minutes. Si vous ne les respectez pas, vous n'avez pas l'assurance que le produit que le nettoyage ou la désinfection est correctement réalisé. Donc voilà, il faut respecter pour que ça soit efficace. Voilà, et puis pour compléter, vous pouvez aussi, et c'est aussi là le rôle du CSE, remettre le CSE dans la boucle, faire une analyse des risques en fonction des contacts qu'il va y avoir et éventuellement envisager d'autres types de mesures, comme le port de gants si ça s'avérait nécessaire. On rappelle que le port de gants, il doit être réservé justement peut-être à ce cas de figure, mais il ne doit pas être généralisé. C'est pas le port de gants, après, ça avait été évoqué déjà dans d'autres webinaires. Les salariés ont une fausse sensation de protection, puisqu'ils vont se retoucher le visage dans la journée. Par contre, effectivement, sur le cas d'outils qu'on se repasse, ça peut éventuellement être envisagé. Alors, j'ai une question. Alors, quelles sont les consignes quant à l'aération des locaux? Alors, la consigne générale sur l'aération des locaux, c'est aérer au moins 3 fois par jour les locaux pendant une période de 15 minutes. C'est un minimum. Donc voilà, ces dispositions restent d'actualité concernant l'aération des locaux. Ok, merci Julien. Alors, sur les questions de SST tout à l'heure, le Dr Roll du travail assisté, elle précisait que notre formatrice SST peut également être sollicitée si vous avez besoin pour pouvoir répondre aux questions, et que le CIFEL est à même également d'assurer ces formations des SST et le programme tient compte justement des recommandations Covid. Je vais vous demander une seconde, le temps de relire les questions, mais je pense qu'on a traité l'ensemble des questions qui nous ont été posées. Je vérifie que certains d'entre vous ont utilisé l'outil conversation. Et donc pour les personnes, parce que cette question est revenue plusieurs fois, oui, les documents qui ont été présentés pendant ce webinaire vous seront envoyés sur les adresses mail que vous avez utilisées pour vous connecter. Donc vous aurez accès au PowerPoint, au support, ainsi qu'à la matrice d'exposition qui a été présentée par Grégory tout à l'heure. Voilà. Alors, effectivement, alors il y a quelqu'un qui me précise qu'il s'est connecté sous le... Alors, je vais rechercher les questions. Effectivement, vous faites bien d'avoir précisé. Alors, il y avait une question qui avait été posée tout à l'heure concernant les vaccins. Alors, je suppose que ce serait un éventuel vaccin contre le Covid, à savoir si Sistel prendrait en charge les vaccins des salariés.
Je vais laisser le docteur Gaillard répondre à cette question dont je connais déjà la réponse. Pardon, j'avais pas ouvert mon micro. Si le service de santé au travail ne prend en charge aucun vaccin, les vaccins, soit ce sont des vaccins liés à l'activité professionnelle et à un risque professionnel, et à ce moment-là, la vaccination est à la charge de l'employeur, c'est à lui de payer le vaccin, soit c'est de la santé publique et c'est chacun qui paye son vaccin, ou la communauté sous le nom de sécurité sociale. Je vais attendre une seconde, parce qu'en fait, on a un des participants qui s'est connecté, a dû avoir des problèmes de connexion, donc il a utilisé l'adresse de connexion d'un de mes collègues. Du coup, je demande à cette personne si elle peut ça concernait les aides à domicile tout à l'heure, et si elle peut me reposer sa question pour qu'elle puisse être relue. Alors, en parlant vaccin, Lolo nous demande s'il n'y a pas de contre-indication par rapport au vaccin anti-grippe. Contre-indication de quoi? Il n'y a pas de précision en parlant vaccin, pas de contre-indication pour le vaccin anti-grippe. Je pense que c'est par rapport à la période de pandémie Alors, Covid. si la question est est-ce qu'il y a une contre-indication entre le vaccin de la Covid et le vaccin anti-grippe, ça je ne peux pas répondre parce que le vaccin anti-Covid n'est pas encore au point, donc je n'ai aucune information là-dessus. Si c'est est-ce qu'en ce moment il y a une contre-indication ou pas au vaccin de la grippe, non. Hein, la campagne va être lancée dès la semaine prochaine et va être plutôt ciblée sur les personnes dites à risque de forme grave de grippe, qui est la même liste quasiment que la forme grave de Covid. Merci. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Alors oui, alors on me demande également si le webinaire pourra être remis en ligne. On le remettra probablement en ligne puisque le webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le revoir sur le site internet du Sistel. Voilà, on vous enverra également le lien vers la vidéo dans le mail qu'on vous enverra suite au webinaire avec les documents qui vous seront remis. Voilà, on vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire. Si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à votre équipe santé-travail ou à votre médecin du travail qui pourra revenir vers vous ultérieurement. Voilà, bonne fin d'après-midi à tous et bon week-end.